J'ai voulu explorer l'affiliation entre Hippocrate et la naturopathie, et plus largement entre la pensée gréco-romaine et la naturopathie. Et alors là, ça m'a permis de mettre en lumière toute une tradition occidentale de la médecine naturelle. Parce qu'en fait, généralement, quand on pense à médecine naturelle et holistique, on pense à des médecines très exotiques, soit la médecine chinoise, soit une médecine qui vient du fin fond des Andes, mais on va jamais penser à la médecine occidentale. Parce qu'on a tendance à toujours la réduire à l'allopathie, alors que non, il y a eu d'autres médecines. En fait, la naturopathie est souvent mal comprise et dévoyée parce que pour comprendre ce qu'est la naturopathie, il faut connaître ses principes, il faut connaître sa philosophie, le vitalisme, et surtout, il faut voir de quelle vision du monde elle découle pour savoir quelle vision du monde elle implique. Donc déjà, dans l'Antiquité, les savoirs ne sont pas séparés. Donc en fait, le médecin hippocratique est aussi un philosophe. Et il est un philosophe parce que sa médecine dépend d'une certaine vision du monde, d'une certaine cosmologie. On a perdu ce goût de la discussion, ce goût du débat, qui faisait la caractéristique de la Grèce classique. On est entré dans cette ère de la société du politiquement correct avec ses opinions obligatoires. Donc en fait, tout ça fait qu'on a une réduction au corps physique avec des préoccupations qui sont purement matérielles. Et pourtant, on reste quand même des mortels avec nos problèmes existentiels. Ces problèmes existentiels auxquels la société actuelle ne peut pas apporter de réponse. Donc je pense que c'est une situation qui est assez inconfortable et pas très enthousiasmante. Et en face, on a cette Grèce de l'Antiquité qui est absolument tout le contraire de ça. Et en fait, on pourrait presque dire que l'éthique est une sorte d'hygiène de vie. D'ailleurs, on pourrait dire que la santé découle de l'éthique, parce que la santé, c'est un état d'harmonie et l'éthique, c'est une manière de se mettre en harmonie. Dans le stoïcisme, l'éthique, c'est vivre en accord avec la nature. C'est connaître les lois de la nature pour vivre en accord avec la nature, concrètement dans son action quotidienne. Et ça, c'est l'éthique. Et cette éthique est fondée sur la logique, elle est fondée sur la raison, elle est fondée sur la connaissance de la nature. À travers son hygiène de vie, la naturopathie retrouve l'éthique de l'Antiquité, c'est-à-dire de suivre chaque jour les lois naturelles. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence de l'Institut de santé et sagesse intégrale. Bonsoir Anne. Bonsoir. Donc l'Institut de santé et sagesse intégrale est un institut que j'ai créé en 2023 et qui a pour objectif de faire le lien entre la santé et la sagesse, la santé et la spiritualité, qui est un lien qui s'est distendu et qui n'existe quasiment plus en Occident. La médecine est devenue une technologie, une technique est devenue mécaniste et elle a oublié en fait son fond philosophique et son fond spirituel, alors que cela existe dans toutes les autres traditions spirituelles d'Orient en particulier, et que c'était aussi le cas, et on en parlera ce soir, dans la médecine traditionnelle européenne, et notamment chez les Grecs antiques, dans la tradition gréco-latine. Donc l'objectif est de recréer ce lien par ces conférences justement que nous faisons et puis par les activités que nous proposons à l'Institut, qui sont des activités de formation ou des activités d'accompagnement. Je suis moi-même naturopathe et coach et enseignant de méditation, et j'essaie dans toutes ces activités de créer ce lien, de le recréer. Nous proposons aussi une infolettre sur Substack depuis un mois, avec un article nouveau, inédit, toutes les semaines, tous les jeudis à midi, qui justement traite d'un sujet qui fait le lien toujours entre la santé, la spiritualité, la sagesse, la philosophie. C'est notre angle, vous l'avez compris. Alors ce soir, eh bien, je reçois Anne Lagière. Donc Anne Lagière a d'abord été docteur ès-lettres classiques et a été chercheuse à la Sorbonne. Elle s'est ensuite formée à la naturopathie à l'école ISUPNAT à Paris, où elle exerce, donc à Paris actuellement. Elle exerce également en tant que maître Reiki et conseillère en élixirs floraux.
Elle est passionnée de nature autant que de philosophie gréco-latine. Et elle a écrit en 2022 le livre Aux sources de la naturopathie. Donc, je vous montre la, la, la couverture à l'instant. La sagesse antique au service de votre santé, qui est publiée aux éditions Néo-Santé Résurgence. La conférence de ce soir donc découle moi de ma découverte de ce livre que j'ai lu en 2023 et je voulais vraiment vous faire découvrir en fait ce travail que j'estime essentiel à l'heure où la naturopathie est à la fois décriée ou parfois instrumentalisée, dénigrée ou parfois réduite à sa portion congrue sous une forme de médecine verte, un peu au rabais, qui viendrait compléter simplement la médecine allopathique grâce à l'apport de plantes, de régimes alimentaires, etc. Et l'idée était de voir ce soir que il y a tout un héritage à cette pratique de la naturopathie et on va en parler avec Anne. Et elle va donc nous en parler ce soir. Donc merci beaucoup Anne de participer. Et Merci à toi de voilà. m'inviter. Alors, la première question, moi, je suis curieux de te demander comment tu en es arrivé à un tel parcours, comment on passe de docteur en lettres classiques à chercheuse à naturopathe et maître Reiki. Ben, en fait, pour moi, cette reconversion a été assez cohérente. Quand j'étais chercheur, je me suis passionnée pour la littérature et la philosophie de l'Antiquité gréco-romaine. Mais il y avait quand même quelque chose qui restait assez frustrant pour moi, c'était que tout ça restait un objet d'étude séparé de la vie réelle. Or, on sait que les philosophies de l'Antiquité étaient des philosophies pratiques qui étaient faites pour changer concrètement la vie. La littérature, d'ailleurs, aussi était faite pour transformer concrètement la vie. Mais forcément, quand on est dans une approche universitaire, on en reste à une approche purement intellectuelle. Donc, il y a ça qui m'a poussée à me reconvertir. Il y a aussi le fait que les études supérieures dans notre société sont quand même largement déconsidérées et souvent réduites au moyen d'une insertion professionnelle, ce qui, euh, ce qui constitue quand même une sorte de suicide culturel. Euh, donc, il y a ces deux raisons qui m'ont poussée à me reconvertir. Et alors, j'ai découvert la naturopathie un petit peu par hasard parce qu'avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Dans mon idée, la naturopathie, c'était se soigner avec les plantes et régler son régime alimentaire à peu près. Donc, ça m'intéressait parce que j'avais envie d'aller vers un mode de vie plus naturel. Et alors, je me suis rendue à une réunion d'information qui était organisée par l'ISUPNAT. Et alors là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, mais que c'était beaucoup mieux, qu'en fait, la naturopathie, c'était un véritable mode de vie, une véritable philosophie de vie, et que c'était pas n'importe quelle philosophie, mais que c'était l'application vraiment concrète et quotidienne des philosophies que j'avais pu étudier précédemment. Bah alors là, bien sûr, bah, ça m'a emballée et j'ai fait cette école et je suis devenue naturopathe. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, en fait? Et quelle était ta motivation, ton intention derrière cette écriture? Donc, ce livre, je vous rappelle, Aux sources de la naturopathie, sagesse antique au service de votre santé. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un travail que tu as fait en parallèle de tes études ou est-ce que c'est venu après et pourquoi tu as eu envie de partager cela de cette manière-là? Parce que finalement, moi, je me souviens dans mes propres études de naturopathie, on passe très rapidement. C'est un petit module d'histoire au début de la formation où on parle en fait de l'histoire de la naturopathie, c'est de quoi elle découle. Mais finalement, c'est assez peu développé. Alors toi, tu développes vraiment cette idée totalement d'une philosophie en réalité, d'une philosophie de vie intégrale. Qu'est-ce qui t'a amené et quelle a été ta motivation à écrire cela? Alors, c'est pas un livre que j'ai écrit pendant mes études à l'ISUPNAT, hein, parce que bah, je n'aurais pas eu le temps de toute manière. Donc, je l'ai écrit vraiment après, parce que je me suis dit que je pouvais mettre mes connaissances acquises dans mon activité de chercheur au service de la naturopathie. Effectivement, dans les formations en naturopathie,
Généralement, on ne fait qu'évoquer le nom d'Hippocrate, parfois de Galien, et généralement, on donne une ou deux citations très courtes qui sont pas référencées, qui sont parfois pas authentiques, et surtout qui sont pas contextualisées. Et ça, je trouvais ça vraiment important d'essayer de comprendre quelle était la vision du monde qui correspondait à cette médecine hippocratique et quelle était sa vision de la santé. Donc, j'ai voulu explorer la filiation entre Hippocrate et la naturopathie et plus largement entre la pensée gréco-romaine et la naturopathie. Et alors là, ça m'a permis de mettre en lumière toute une tradition occidentale de la médecine naturelle. Parce qu'en fait, généralement, quand on pense à médecine naturelle et holistique, on pense à des médecines très exotiques, soit la médecine chinoise, soit une médecine qui vient du fin fond des Andes, mais on va jamais penser à la médecine occidentale. Parce qu'on a tendance à toujours la réduire à l'allopathie, alors que non, il y a eu d'autres médecines. Donc ça, c'était vraiment ma première motivation. Et puis en plus, voilà, j'avais accès au texte, je pouvais vraiment transmettre ça et puis permettre aux gens de lire directement les textes de l'Antiquité. Ensuite, ma deuxième motivation, c'est le contexte actuel, en fait. Le contexte actuel et la crise que traverse la naturopathie. En fait, la naturopathie est souvent mal comprise et dévoyée parce que pour comprendre ce qu'est la naturopathie, il faut connaître ses principes, il faut connaître sa philosophie, le vitalisme, et surtout, il faut voir de quelle vision du monde elle découle pour savoir quelle vision du monde elle implique. Ça me paraissait important, hein. Donc, j'ai voulu montrer d'où venaient ces principes, quelle était leur histoire, quelle était la genèse. Et ça me semble primordial aujourd'hui parce que sinon, la naturopathie court le risque d'être réduite à ces techniques, hein, et essentiellement à ces techniques physiques, et à devenir ce qu'on pourrait appeler une sorte d'allopathie verte, en fait. Donc voilà, c'est ces deux motivations qui m'ont poussé d'écrire ce livre, que j'ai écrit juste après mes études. Justement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la partie en fait sur la vision du monde antique. C'est-à-dire que la vision qu'avait le monde antique de la santé, de la spiritualité, une vision du monde en fait. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu comme une introduction et on va venir ensuite davantage à l'aspect pratique du vitalisme et des fondements de la santé holistique dans une vision européenne traditionnelle. Mais est-ce que tu pourrais nous dire en réalité quelle est la spécificité de la vision du monde gréco-latine qui influe et qui donne cette particularité en fait au fondement hippocratique de la naturopathie, et qui devrait être normalement au fondement hippocratique de toutes les médecines traditionnelles, je veux dire occidentales. Oui, alors justement, ce qui m'a passionnée, hein, quand j'ai étudié la littérature de l'Antiquité gréco-romaine, c'est qu'elle nous offre vraiment un regard différent sur le monde. Alors, on a un petit peu cette relation ambivalente à l'Antiquité, qui est que on en hérite, mais en même temps, elle a un rapport au monde qui nous est étranger. Donc déjà, dans l'Antiquité, les savoirs ne sont pas séparés. Donc en fait, le médecin hippocratique est aussi un philosophe. Et il est un philosophe parce que sa médecine dépend d'une certaine vision du monde, d'une certaine cosmologie. Et je trouve ça tout à fait significatif. Par exemple, hein, il y a un traité hippocratique qui traite des aliments, hein, du régime. Et en fait, ce traité commence par exposer la constitution de l'univers. Parce qu'en fait, on est dans un monde où tout est lié. Alors, que ce soit à travers la médecine hippocratique
ou à travers les différentes philosophies, ou à travers la poésie, ou à travers la religion polythéiste, on a une relation à la nature qui est fondée sur l'ordre et l'harmonie du cosmos. La nature, dans l'Antiquité, est une nature qui est sacrée, c'est une nature qui est habitée par le divin. On est là dans une vision animiste de la nature. Alors, animiste, ça peut être l'animisme de la religion polythéiste, hein, c'est-à-dire que on a des dieux qui évoluent parmi les hommes, on a des divinités qui sont autant d'esprits de la nature, et on a aussi l'animisme philosophique, hein, c'est-à-dire la nature entière qui est parcourue par une âme. Donc, on est vraiment dans cette vision animiste. On est donc, on est donc dans l'immanence, en fait, hein. Et la nature est toujours pensée dans sa totalité et sa cohésion. Et l'homme est appréhendé comme une partie de ce tout cohérent. Il y a d'ailleurs une continuité des vivants, hein. L'homme n'est pas séparé des autres animaux, il n'est pas séparé des autres vivants. Donc, nous ne sommes pas dans une vision anthropocentrique comme aujourd'hui, mais on est plutôt dans une vision cosmique. Et on est dans une vision cosmique où le divin est partout, en fait, hein. On ne fait rien sans les dieux. Et j'insiste vraiment sur ce point, hein, parce que, bon, par exemple, quand on parle de la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque du rationalisme. Mais ce rationalisme n'est pas du tout incompatible avec cette omniprésence des dieux. Dans la médecine hippocratique, il y a la reconnaissance d'une nécessité, mais cette nécessité est divine. Donc en fait, ce qu'aujourd'hui on appelle la spiritualité va de soi dans l'Antiquité. Et pas seulement la spiritualité d'ailleurs, il y a aussi l'énergétique. On sait que les anciens maîtrisaient très bien ce qu'aujourd'hui on appellerait la géobiologie. Ils vont bâtir leurs temples dans des hauts lieux vibratoires. Ils vont utiliser des eaux sacrées qui ont des vertus particulières. Donc en fait, tout cela va de soi parce qu'on est dans un monde animiste. Alors, cela, bien sûr, a des répercussions dans la vision qu'on a de la santé. Donc, déjà, la santé va se définir comme un état d'harmonie globale qui est en fait en résonance avec cette harmonie de la nature. Et on va avoir forcément une pratique holistique de la santé parce que tout est lié. Donc, cette pratique holistique, on la trouve chez Hippocrate, mais on la trouve aussi dans ce qu'on appelle la médecine des sanctuaires. On a toujours cette approche holistique. Et donc, voilà, on est dans cette vision où on recherche tout le temps l'harmonie, la juste mesure, l'équilibre. Moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai été saisi dès les les premiers chapitres par une forme de sentiment de nostalgie, comme si j'avais vraiment la nostalgie de quelque chose. Alors, tu en parles après de manière plus directe, mais je l'ai senti même avant que tu en parles dans un chapitre ultérieur. À ton avis, en fait, mais qu'est-ce qui fait que... et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui t'avaient interpellé sur les réseaux sociaux à propos de ce sentiment de nostalgie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une nostalgie d'un monde que nous, au 21e siècle, on n'a pas connu en réalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traverse nos traditions, qui fait que ce sentiment et cet animisme, quelque part, serait encore là en fond? Ou est-ce que c'est justement l'impression d'avoir perdu tout cela avec l'industrialisation, avec le monde actuel qui nous donne cette impression de nostalgie? En fait, pour moi, il y a un peu, il y a peut-être deux raisons qui sont liées d'ailleurs. Je pense qu'il y a une forme de nostalgie qui est culturellement inscrite en nous. Parce que l'on soit chrétien ou non, on baigne quand même dans une culture chrétienne. Et je pense qu'on est marqué par le sentiment de la chute et par le fait d'avoir perdu le paradis. Alors le paradis, c'est ce lieu de la nature, de l'abondance, cette nature avec laquelle on vivait en harmonie et où on n'était pas soumis
à un temps linéaire qui nous conduit inexorablement vers la mort. Donc, et ce paradis perdu, depuis bien longtemps dans notre culture, a pris les traits de la Grèce antique, puisqu'en fait, il prend les traits de l'Arcadie. Alors, l'Arcadie, c'est une région bien réelle de la Grèce, hein, qui se situe au centre du Péloponnèse, mais c'est aussi ce lieu idyllique de simplicité avec des bergers qui vivent en harmonie avec la nature, hein, ce lieu de l'âge d'or. Donc, il y a ça. Et cette nostalgie a pris une nouvelle importance au XVIIIe siècle avec Rousseau parce que la nature devient ce refuge contre la déchéance de la société des hommes, en fait. Et davantage encore au XIXe siècle avec le mouvement du romantisme. Donc pourquoi à cette époque-là? Évidemment parce que c'est le moment de la révolution industrielle, de l'avènement du matérialisme, du capitalisme, de la science expérimentale et c'est un moment aussi où commence à disparaître de nos sociétés la spiritualité. Donc en fait, à ce moment-là, la perte du paradis s'est comme matérialisée sous nos yeux. Et dès cette époque-là, on manifeste une nostalgie du rapport antique à la nature. Donc ça, c'est bon, c'est comme tu disais, c'est quelque chose que je développe dans mon livre. Donc ça, c'est la première raison qui n'est pas nouvelle, hein. Cette nostalgie n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui, je pense que cette nostalgie prend une toute autre dimension parce que euh, on assiste à une sorte de déchéance générale dans tous les domaines. C'est-à-dire que la destruction de la nature est devenue mondiale. En même temps que cette destruction de la nature, on a la destruction de la culture, la perte du langage, l'arrivée de la novlangue, on a tout ça. Et puis, alors la perte de la spiritualité aujourd'hui est devenue totale. D'ailleurs, pas seulement de la spiritualité, mais je dirais aussi du mental et de l'émotionnel, hein. En fait, j'aime bien voir ça avec les différents plans de l'être qu'on voit en naturopathie. Donc déjà, bon, on a éliminé le plan spirituel. Bon, le plan énergétique, évidemment, il n'existe pas. Et puis en plus, maintenant, on s'attaque au plan mental et émotionnel. Bon, alors déjà, la perte de l'émotionnel, c'est aussi lié à la perte de la culture. On n'a plus rien pour nourrir l'imaginaire. Je dis même pas le passionnel, hein. Il faut vraiment qu'on ait un émotionnel qui reste dans la norme fixée, sinon on doit prendre un cachet. Et en plus, on a cette perte au niveau du mental, hein. Donc, vraiment, on est une société qui n'aime pas beaucoup le rationalisme, hein. On a perdu ce goût de la discussion, ce goût du débat, hein, qui faisait la caractéristique de la Grèce classique. On est entré dans cette ère de la société du politiquement correct avec ses opinions obligatoires. Donc en fait, tout ça fait qu'on a une réduction au corps physique avec des préoccupations qui sont purement matérielles. Et pourtant, on reste quand même des mortels avec nos problèmes existentiels. Ces problèmes existentiels auxquels la société actuelle ne peut pas apporter de réponse. Donc je pense que c'est une situation qui est assez inconfortable et pas très enthousiasmante. Et en face, on a cette Grèce de l'Antiquité qui est absolument tout le contraire de ça, hein. Donc, je pense que c'est ça qui a cette raison culturelle et historique et aussi cette raison ontologique, en fait, parce qu'on est des mortels dans un monde où on voit tout mourir, en fait, hein, la nature, la culture, où on n'a jamais été autant séparé du divin et de la nature. Donc, je pense qu'on a nécessairement le regret d'une complétude. Alors après, en disant cela, je me demande si on ne pourrait pas non plus trouver une signification spirituelle, hein, ce sentiment de nostalgie. Ça serait peut-être comme un message, un symptôme du fait que on a besoin de retourner à cette vision du monde du passé, qu'on a besoin
de renouer avec cette vision qui permettait un retour à l'unité, en fait. Ça me rappelle une conférence que j'ai faite il y a quelques mois, qui était sur la crise du monde moderne, selon René Guénon, et explique vraiment en fait cette chute, d'une certaine manière, cet éloignement du principe originel. Et donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller la revoir sur la chaîne YouTube. C'était une introduction à la pensée traditionnelle et tout le fondement de la pensée traditionnelle, en fait, part autour de justement cet éloignement progressif de ce principe, de ces principes fondamentaux. Alors, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on en vienne au cœur de ton livre. Et ton livre, en fait, propose ce que moi, je considère comme un art de vivre complet, un art de vivre à l'antique, au-delà d'une simple hygiène de vie, finalement. Et bah, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu quels sont les grands axes de cet art de vivre à l'antique que tu proposes dans ce livre, hein, autour de la naturopathie, aux éditions Néo-Santé Résurgence? Ben, en fait, je dirais que les grands axes de cet art de vivre rejoignent en fait assez l'hygiène de vie en naturopathie à condition de l'incarner pleinement, en fait, hein. Alors, cet art de vivre, il a une finalité qui est celle du bonheur. Et le bonheur, c'est le bonheur en Grèce antique, hein, c'est ici et maintenant. Euh, le bonheur est d'ailleurs la finalité de toutes les philosophies de l'Antiquité. Alors, c'est un bonheur qui est sans doute assez différent de la définition qu'on donnerait aujourd'hui du bonheur, hein. Parce que le bonheur dans l'Antiquité, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, c'est-à-dire la parfaite tranquillité et impassibilité de l'âme qui permet la véritable liberté, qui est la liberté intérieure en fait, hein. Et, euh, et ce bonheur est toujours à atteindre par la vertu qui est fondée sur la raison, hein. On trouve toujours, hein, la raison, la vertu, le bonheur qui sont liés. Et c'est un bonheur qui dépend uniquement de soi et de personne d'autre. Donc on voit que c'est une appréhension du bonheur qui est quand même bien différente de la nôtre, où on a tendance à avoir un bonheur défini par l'accumulation des plaisirs, l'accumulation des loisirs, par la possession, hein, possession d'une famille, possession d'une voiture, possession d'une maison, possession d'un travail qui rapporte beaucoup d'argent. Le travail, d'ailleurs, dans nos sociétés a pris une place extraordinaire, hein. Le travail permet tout, il offre la dignité et tout. Bon, ça, c'est une idée qui aurait semblé assez saugrenue aux Grecs et aux Romains. Mais bon. Et donc, voilà, c'est une appréhension du bonheur qui est vraiment différente. Et donc, pour parvenir à ce bonheur, il y a tout un art de vivre, hein, et qui consiste en une discipline globale et quotidienne du corps et de l'esprit. Donc, on retrouve cette idée de mettre en place une hygiène du corps, donc une hygiène du corps physique avec souvent un éloge de la vie simple, hein, de la vie frugale, la pratique des activités physiques qui était vraiment importante en Grèce antique, et des soins physiques, hein, très raffinés, hein, tout ce qui était thermalisme, massage, etc. Donc ça va aussi avec une hygiène de l'esprit, une discipline des désirs, un affranchissement des passions, hein. C'est l'époque où on a des philosophies qui sont de véritables thérapeutiques des passions. Et on a cette idée toujours que l'esprit doit s'émanciper et qu'on doit rechercher une élévation de l'âme. Alors, cette élévation de l'âme, elle se fait différemment selon les écoles de philosophie. Il n'y a pas non plus que la philosophie, il y a aussi les arts, hein. Les arts ont une place très très importante dans l'Antiquité gréco-latine, que ce soit le théâtre, la poésie, la musique. Donc, il y a tout cet art de vivre qui est tout le temps en train de rechercher l'harmonie, en fait, hein, l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec le tout, l'harmonie avec le cosmos. On n'est pas du tout dans des sociétés du progrès, on est vraiment dans des sociétés de l'harmonie. Et je pense que c'est vraiment ça qui définit l'art de vivre dans l'Antiquité, c'est cette recherche permanente de l'harmonie qui permet le bonheur.
Cela me parle en tant que bouddhiste, parce que on peut avoir des parallèles évidents. Et je vous en reparlerai à la fin, mais la prochaine conférence, justement, sera sur le bouddhisme. Le bouddhisme est-il un remède à la crise du monde moderne? Et est-ce qu'il existe un bouddhisme possible qui puisse être un remède au nihilisme? C'est une question ouverte en réalité, parce que la réponse n'est pas forcément évidente à un premier abord. Mais effectivement, entre ataraxie et équanimité, on dirait, en traduction nous dit, il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire. Mais bon, c'est pas le sujet ce soir. Peut-être qu'on aura une autre occasion d'échanger là-dessus. Il y a un des aspects majeurs dont tu parles, c'est celui de la force vitale et, et du vitalisme. Et donc, j'aimerais un peu que tu nous expliques ce principe vitaliste qui est devenu, je trouve, étranger en fait à démarches de santé, à la médecine actuelle. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus une médecine allopathique particulièrement mortifère. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'accompagnement à la fin de vie, on parle de changement de genre, de changement de sexe biologique, etc. Et ce principe vitaliste, en fait, j'aimerais que tu nous en donnes un peu les, 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 les grandes lignes, de nous expliquer ce qu'il a de particulier. Et puis, moi, quand j'entends force vitale, vitaliste, je pense à Nietzsche. Et si tu pouvais, est-ce qu'il y a des parallèles, est-ce qu'il y a des différences avec l'élan vital et la force vitale nietzschéenne? Alors, la force vitale, c'est le fondement même de la naturopathie. S'il n'y a pas de force vitale, il n'y a pas de naturopathie, hein. C'est vraiment le fondement de la naturopathie. Et je pense que c'est notre grand lien avec l'Antiquité. Alors, on fait souvent remonter la force vitale à Hippocrate, où elle serait désignée par le terme de pneuma. Comme je l'explique dans mon livre, cela ne me paraît pas correct et ça me paraît forcer le texte, puisque le pneuma chez Hippocrate est clairement un souffle de l'air identique au vent. Donc ce pneuma ne peut pas correspondre à la force vitale au sens de la naturopathie. Donc je rappelle quand même ce que c'est la force vitale au sens de la naturopathie, hein. La force vitale, c'est une force qui est intelligente, rationnelle, qui habite et régit notre organisme et qui nous maintient en vie et qui permet à chaque instant notre auto-guérison. C'est une force qui n'est pas matérielle, qui n'est pas mesurable par la science expérimentale et c'est une force qui peut seulement être conçue par la raison. Donc c'est un principe immanent à l'organisme. Donc ce principe d'auto-guérison ne correspond pas au pneuma chez Hippocrate. Alors, quand j'ai écrit mon livre, j'ai cherché d'où pouvait venir la force vitale. Et elle nous vient quand même de l'Antiquité, même si elle ne nous vient pas d'Hippocrate. En fait, elle nous vient d'une philosophie de l'Antiquité qui est le stoïcisme. Et c'est en découvrant l'origine de la force vitale que j'ai pris conscience de l'importance du stoïcisme dans la naturopathie. D'ailleurs, après avoir écrit mon livre, j'ai découvert un livre de Paul Carton, hein, le médecin du 19e siècle, qui avait écrit un livre, Le naturisme dans Sénèque. Donc Sénèque, grand philosophe stoïcien du 1er siècle. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, il y a une très forte empreinte de la vision stoïcienne du monde dans la naturopathie. Alors bon, je reviens à la force vitale. Donc la force vitale, en fait, elle vient de la médecine pneumatique. Qu'est-ce que c'est la médecine pneumatique? En fait, c'est une synthèse entre la philosophie stoïcienne et la médecine hippocratique. C'est une médecine qui accorde une importance considérable au pneuma. Donc, le pneuma, c'est ce qui assure la connaissance du cosmos et par lequel tout est organisé, hein. Donc, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux. Et ce pneuma va propager l'intelligence divine. C'est ce que les stoïciens appellent le logos, hein. Le logos, c'est le principe universel, rationnel et même providentiel, immanent à la matière, qui assure la cohérence du tout. Donc en fait, le logos, il est identique au destin, il est identique à Dieu, il est identique à la nature. Et le pneuma va être le véhicule du logos.
Donc là, on voit qu'on a un principe immanent et rationnel qui assure intelligemment l'organisation de toute chose et qui assure l'harmonie du tout. Donc, on voit bien le lien avec notre force vitale en naturopathie, hein. Et on voit que la force vitale en naturopathie vient de là, hein. Donc, finalement, la force vitale va être une sorte de résurgence du monde animiste en pleine modernité matérialiste. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, justement, comme la force vitale est ce principe intelligent qui est à l'œuvre à l'intérieur du corps, c'est un principe qui va permettre la guérison. C'est le principe d'auto-guérison. C'est pour ça que la naturopathie est une voie vers la guérison et pas vers la rémission, comme l'allopathie. La force vitale aussi permet d'intégrer une dimension spirituelle, puisque c'est un retour à l'immanence, hein. La force vitale, c'est le divin, non pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. C'est aussi un moyen de se replacer dans la perspective du tout, hein, parce que la force vitale, c'est ce qui parcourt notre organisme et la nature entière. Donc, euh, donc voilà, le vitalisme est porteur de tout ça. Donc après, tu parlais du vitalisme chez Nietzsche. Euh, alors, oui, je pense que ça a quelque chose à voir. Euh, mais en fait, ça a quelque chose à voir parce que Nietzsche s'inspire beaucoup de la vision stoïcienne du monde, en fait. Nietzsche reprend la cohérence du monde stoïcien. D'ailleurs, il reprend en partie l'éthique stoïcienne d'assentiment aux événements qui nous arrivent. Quand Nietzsche parle de la mort fati, c'est ça, hein, c'est dire oui aux événements qui nous arrivent. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est que Nietzsche va enlever de la vision stoïcienne du monde la rationalité. Donc chez Nietzsche, il y a le destin, il y a la continuité énergétique, mais il n'y a pas la rationalité. Alors que finalement, la naturopathie va reprendre la rationalité. Donc je pense que la naturopathie est vraiment plus proche du stoïcisme parce qu'elle garde la rationalité et cette rationalité lui permet d'avoir sa démarche causaliste en fait. Parce qu'elle va pouvoir chercher les enchaînements de causes et d'effets, chercher le pourquoi des désordres, etc. Donc vraiment, la naturopathie va garder la rationalité que Nietzsche, lui, a enlevée. Mais j'aimerais que tu parles un peu plus de cet aspect de la rationalité dans la naturopathie. Parce que si on regarde, si on écoute les médias, si on regarde ce qui est dit, si on fait une recherche sur Google, sur Wikipédia, de ce qu'est la naturopathie, on a l'impression que c'est quelque chose qui est absolument pas rationnel. C'est-à-dire que c'est des choses qui seraient anti-scientifiques, quelque chose qui serait une pseudo-science, et donc illogique quelque part, qui ramènerait à Ouais. quelque chose d'irrationnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage, en fait, cette importance de la rationalité dans la naturopathie? En fait, il y a un problème aujourd'hui qui est que la seule science qui domine aujourd'hui, c'est la science expérimentale. On tend aujourd'hui à penser que la seule science qui existe, c'est celle-là et qu'il n'y a rien d'autre. Alors que si, il y a les mathématiques, il y a la logique et la naturopathie est issue de la médecine hippocratique, qui est une médecine logique. C'est-à-dire que c'est une médecine qui est fondée sur le raisonnement. C'est une médecine qui est fondée sur le pourquoi. Quand il y a un déséquilibre, on se demande pourquoi et on remonte à la cause et on remonte à la cause de la cause. Et ça, c'est la grande différence entre une médecine logique et une médecine empirique qui va juste se fonder sur l'observation des symptômes et et sur les expériences du passé, en fait. Et d'ailleurs, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que Aristote fait une différence entre euh, les hommes de l'expérience, qui ne savent pas pourquoi une chose est, ils savent juste qu'elle est,
et les hommes qui recherchent le pourquoi. Bah, la naturopathie, c'est un art du pourquoi. Et ça, c'est vraiment un héritage de la médecine hippocratique. Donc, la naturopathie, c'est une médecine qui est éminemment logique. Parce que la médecine hippocratique était aussi une médecine éminemment logique. Et c'est pour ça qu'on dit que Hippocrate est un représentant du rationalisme grec. On cherche le pourquoi. Il y a aussi un aspect qui est que quand on parle d'Hippocrate, on entend serment d'Hippocrate. Et quand on entend serment d'Hippocrate, on pense à l'éthique médicale. Et l'éthique est extrêmement importante dans la philosophie gréco-latine, notamment dans le stoïcisme, où elle est un des trois piliers. Euh, mais cette éthique, pour avoir lu Pierre Hadot, elle n'est pas purement morale en réalité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi il s'agit et quelle est la démarche éthique des Grecs anciens? Bah, en fait, l'éthique, bah, c'est comme le bonheur, hein, c'est fait pour ici et maintenant, dans le monde antique, hein. Donc, c'est une discipline de l'action quotidienne. Et la finalité de cette éthique, c'est de se mettre en harmonie avec l'univers et de par là parvenir au bonheur, hein. Donc, tout ça est lié. Et en fait, on pourrait presque dire que l'éthique est une sorte d'hygiène de vie. Euh, D'ailleurs, ouais, on pourrait dire que la santé découle de l'éthique, hein, parce que la santé, c'est un état d'harmonie et l'éthique, c'est une manière de se mettre en harmonie. Donc, cette éthique, elle constitue une discipline des désirs, une thérapeutique des passions. Et alors après, bon, évidemment, hein, l'éthique dépend, hein, des différentes écoles de philosophie. Mais ouais, tu parlais du stoïcisme. Oui, dans le stoïcisme, l'éthique, c'est vivre en accord avec la nature. Donc, c'est connaître les lois de la nature, ça c'est la physique, pour vivre en accord avec la nature, concrètement dans son action quotidienne. Et ça, c'est l'éthique. Et c'est la conscience que notre action a des répercussions sur le tout. Puisqu'on est une partie du tout, notre action a des répercussions sur le tout. D'où l'importance de l'éthique. Et cette éthique est fondée sur la logique, elle est fondée sur la raison, elle est fondée sur la connaissance de la nature. Euh, donc, et alors, cette éthique, elle est importante, mais c'est aussi quelque chose que la naturopathie va reprendre, en fait, hein, à travers son hygiène de vie. À travers son hygiène de vie, la naturopathie retrouve l'éthique de l'Antiquité, c'est-à-dire de suivre chaque jour les lois, les lois naturelles. Donc on le fait on le fait pour la santé, mais en fait, enfin, tout est toujours lié, hein, donc tous les plans sont liés. Donc évidemment que ce n'est pas que la santé qui est en jeu, hein. C'est vraiment guider sa démarche. Euh, donc euh, donc c'est notre santé, c'est la santé des autres, c'est la santé de notre environnement. Tu as écrit récemment un post sur les réseaux sociaux et qui avait résonné intensément chez beaucoup d'entre nous, comme naturopathes ou dans ce secteur. Et je voudrais le lire pour que les gens qui ne l'auraient pas lu puissent l'entendre. Et après, j'aurais une question sur ce que tu avais écrit. Tu avais écrit Naturopathes, ne nous excusons pas d'être naturopathes dans cette époque tempétueuse. Nous ne sommes pas des distributeurs de compléments alimentaires ou de recettes de cuisine, nous sommes les dépositaires d'une philosophie, le vitalisme. Nous ne sommes pas des professionnels du mieux-être, nous sommes les continuateurs des philosophes qui ont tâché de tracer une voie de bonheur, d'autonomie, de liberté. La naturopathie n'est pas une discipline accessoire, elle est essentielle. Elle est l'incarnation, ici et maintenant, d'une sagesse millénaire. Elle n'est pas homologuée par le matérialisme et le scientisme à la mode, mais elle est forte car elle est l'héritière d'Hippocrate et de Galien. Elle porte en elle Pythagore, Platon, Sénèque, Hildegarde de Bingen, Paracelse, Rousseau, Sand, Carton, Marchesso et tant d'autres. Elle est guidée par la science logique, la seule science à même de rendre compte et de l'âme et du corps.
Elle est une médecine formidable, capable d'appréhender le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel, sans lesquels nous ne sommes que des machines de la pensée mécaniste. Comme disait Madame de Staël, il n'y a que deux classes d'hommes distinctes sur la terre, celle qui sent l'enthousiasme et celle qui le méprise. Nous sommes du côté de l'enthousiasme. Alors, je voulais déjà te remercier pour ce message, parce qu'il était vraiment bienvenu dans une période, comme tu dis, tempétueuse, où on entend pique-pendre sur la naturopathie. Mais la question que je me posais, à l'aune de ce que tu viens de dire, où tu dis que la naturopathie est essentielle, quel, quel est ton sentiment, quelle est ton opinion du mouvement actuel de santé intégrative, où on essaie en fait de trouver un moyen d'allier l'allopathie, la naturopathie et d'autres approches dites complémentaires à l'allopathie. Ouais, alors ce mouvement, je trouve que c'est un mouvement assez désespérant parce que soit la médecine intégrative est un non-sens, soit c'est le nouveau moyen qu'on a trouvé pour creuser la tombe des médecines naturelles. Euh, bon, si je prends la première option, alors on pourrait imaginer que c'est l'union de l'allopathie et des autres médecines. Alors tous les praticiens voudraient œuvrer ensemble pour le plus grand bien des malades, hein. Imaginons ça. Alors comment allopathie et naturopathie pourraient œuvrer ensemble? L'allopathie met en place des traitements antisymptomatiques spécifiques. Elle emploie des médicaments chimiques qui produisent des effets contraires à ceux que produit la maladie. Que fait la naturopathie? Elle a une approche naturelle et globale. Elle considère que la maladie, en dehors des cas de défaillance, n'est pas le problème, mais que c'est une réaction correcte qui vise à guérir. D'ailleurs, souvent on appelle ce que les allopathes appellent maladie, nous on l'appelle crise curative. Et c'est une crise curative qui est rendue possible par la force vitale. Donc, la naturopathie ne fait surtout pas de la répression des symptômes. En plus, allopathie et naturopathie n'ont pas la même finalité. L'allopathie cherche la rémission. Qu'est-ce que c'est que la rémission? C'est la disparition des symptômes. Alors que la naturopathie est, grâce à la force vitale, une voie vers la guérison. Donc, on va avoir des médecines qui ont des recommandations totalement antagonistes. Bah, très concrètement, vous avez une diarrhée, vous allez voir un allopathe vous donne des antidiarrhéiques. Alors que vous allez voir un naturopathe ne veut surtout pas bloquer les éliminations. Il considère que l'organisme agit intelligemment pour évacuer les toxines. Et quand je parle de ça, je ne parle que du plan physique, parce qu'évidemment, il y a tout le reste. Parce que la médecine allopathique est totalement matérialiste. Elle est l'héritière du mécanisme. Donc pour elle, il n'existe que le corps physique et le corps physique n'est pas intelligent. Alors que pour la naturopathie, déjà le corps est intelligent et puis il y a le plan physique, il y a le plan énergétique, il y a le plan émotionnel, il y a le plan spirituel. Donc le matérialisme exclut le vitalisme et réciproquement. Donc on voit que cette union est impossible. Mais en réalité, de toute manière, c'est pas le problème parce que la médecine intégrative, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bah, ça c'est la jolie image, hein, mais la médecine intégrative, ce n'est pas cette synthèse impossible des médecines. En fait, la médecine intégrative, c'est de l'allopathie. C'est la vision du monde de l'allopathie, c'est la définition de la santé de l'allopathie, c'est la définition de la maladie de l'allopathie, c'est la démarche de l'allopathie, c'est l'allopathie qui prime, qui préside à tout ça, qui décide et qui
ponctuellement, veut bien avoir recours à telle ou telle technique naturelle, quand même avec toute la condescendance qui va avec ça. Parce que ce soit la médecine hippocratique ou la médecine chinoise, par exemple, ce sont des médecines millénaires hein, qui sont extrêmement subtiles, extrêmement intelligentes. Et l'allopathie va dire, ah oui, bah ok, on est tellement ouvert d'esprit, on veut bien que vous veniez faire planter 2, 3 aiguilles pour faire de l'antidouleur, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est aller piocher des techniques ici et là de la naturopathie ou d'une autre médecine. Donc on emprunte des techniques qui sont amputées de leur sens, de leur philosophie et qui sont utilisées de manière allopathique. Euh, donc c'est ça, c'est l'allopathie qui va aller utiliser des techniques vertes. Donc le but de tout ça, c'est bah, évidemment, c'est pas la guérison, hein, mais c'est d'apporter un soulagement, un mieux-être, une manière d'adoucir souvent les effets iatrogènes de ces traitements en fait. Hein. Et je trouve que c'est pas très honnête parce que en fait, utiliser comme ça des techniques de la naturopathie, ce n'est pas faire de la naturopathie. Donc il faudrait vraiment dire que c'est de l'allopathie, ça reste de l'allopathie. Alors, pourquoi je pense que c'est dangereux pour les médecines naturelles? C'est que il me semble que c'est quand même un moyen de phagocyter les médecines naturelles tout en les dénaturant. On va récupérer les techniques, on va les priver de leur philosophie et c'est quand même une manière de les soumettre à la pensée matérialiste. Donc, je comprends hein, que des allopathes soutiennent ça parce que on sait bien que le naturel a le vent en poupe et que les gens se méfient de la médication chimique. Après, j'ai du mal à comprendre pourquoi des naturopathes peuvent s'enthousiasmer de ça, parce que c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Hein. Peut-être que bientôt, on verra des médecins naturopathes, comme on a eu à une époque des médecins homéopathes. Mais on n'aura pas de la naturopathie. Donc ça me semble une idée assez dangereuse. Voilà. Donc c'est Alors, pas, voilà. quel serait le meilleur des mondes pour toi, finalement, pour préserver, pour avoir la meilleure santé possible? Est-ce que, selon toi, l'allopathie a sa place? Est-ce que c'est la naturopathie qui doit être centrale? Est-ce que c'est parallèle? Est-ce que, malgré tout, c'est complémentaire? Comment tu vois les choses, toi? Bah, je pense déjà que il faudrait que les gens aient la liberté en fait, hein. Parce que ce sont des médecines qui correspondent à des visions du monde vraiment différentes. Et les gens ont le droit de choisir. On peut avoir une vision matérialiste du monde et faire le choix de l'allopathie. Mais il faut vraiment avoir cette liberté et que les choses soient présentées de manière honnête. Donc, non, mais ce sont des médecines qui, de toute manière, voilà, elles cohabitent, elles sont là. Mais médecine intégrative, je trouve pas ça honnête. Mhm. Mhm. Je suis assez d'accord avec toi hein, sur ce que tu dis. Tout cela me rappelle aussi un excellent livre, si certains ne l'ont pas lu, c'est Némésis médicale d'Ivan Illich, qui explique vraiment les dérives en fait de la médecine allopathique qu'il appelle lui la médecine industrielle. Finalement, il vous dit il y a un tournant avec l'émergence de l'industrie et il parle des iatrogénèses et il définit, je crois, trois ou quatre types de iatrogénèses qui expliquent la dérive complète de la médecine. Et je trouve qu'il a écrit ça dans les années 70 et c'était totalement visionnaire parce qu'on a l'impression qu'il décrit ce qu'on voit à l'heure actuelle. Hein. Donc, je ne sais pas si toi tu connais ce livre Némésis médicale, Non, je connais pas. mais c'est vraiment passionnant et moi, sa lecture a été très éclairante à la période de 2020-2022, pour pas te donner le nom parce qu'après on sera rediffusé sur YouTube, mais que l'on vient de vivre. Alors au quotidien, bah, tu pratiques la naturopathie et finalement, j'aimerais savoir de manière concrète,
Pour toi, en quoi ces principes, tout ce que tu viens de nous énoncer, ces principes antiques, influencent ta pratique de la naturopathie? Ou ta pratique aussi de maître Reiki et d'élixirs floraux, hein, pour être plus large en fait. Mm, Ta mm. pratique d'accompagnement dans la santé. Mm. Ben, en fait, ma pratique a évolué au cours du temps parce que bah, il m'a fallu du temps pour intégrer ces principes, en fait, hein. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai eu tendance à privilégier le plan physique, hein, donc tout ce qui est alimentation, activité physique, et puis aussi j'aime bien utiliser la gémothérapie, la mycothérapie. Mais progressivement, j'ai fait attention à avoir une approche holistique, hein, autant pour moi que pour mes consultants. Alors, pour avoir une approche holistique, bah, d'abord, j'ai intégré l'énergétique avec le Reiki et le magnétisme. Alors, j'ai pas parlé du Reiki jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que le Reiki, ça fait très exotique par rapport à toute cette tradition occidentale. Mais pourtant, pour moi, le Reiki, c'est aussi une manière de revenir à l'Antiquité gréco-romaine parce que bah, on connaît pas, enfin, on ne sait pas quelles étaient leurs techniques énergétiques. Et je pense que le Reiki, c'est un petit peu un moyen de le retrouver parce que le Reiki, il naît d'un creuset qui est à la fois bouddhiste et shintoïste. Alors, bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, hein. Tu me dis si je dis des bêtises sur le bouddhisme, mais je pense que le bouddhisme a quand même beaucoup de liens avec les philosophies de la Grèce antique, notamment avec la philosophie de Platon. Et le shintoïsme, je pense qu'on peut trouver pas mal de résonance avec la religion polythéiste, en fait, hein, avec des divinités qui sont autant d'esprits de la nature. Donc, pour moi, ça a été une manière d'intégrer l'énergétique. Alors après, pour ce qui est des plans émotionnels et spirituels, je me suis spécialisée dans les élixirs floraux et les élixirs de cristaux. Et je trouve que c'est un outil formidable pour donc avoir une approche de ces plans-là et aussi intégrer les principes de l'Antiquité. Parce qu'en fait, si on lit le docteur Bach, je trouve qu'on est très très proche du stoïcisme et des philosophies de l'Antiquité, hein. On retrouve tout ce qui est des élixirs pour le désintérêt pour le présent, donc revenir à l'instant présent, se détacher des influences extérieures, se libérer des passions, se penser comme une partie du tout. Tout ça, on le retrouve chez le docteur Bach, mais tout ça, c'est du stoïcisme en fait, hein. Donc je trouve que c'est un très bon moyen pour intégrer ces principes. En plus, ces élixirs, on les utilise dans l'instant présent pour harmoniser un état émotionnel. Mais comme voilà, on utilise un élixir, puis après, on va en utiliser un autre, puis un autre, puis un autre, parce que voilà, les états vont évoluer. Et je trouve que quelque part, ça balise un cheminement spirituel. Et pour ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et, euh, et que la finalité de tout cet accompagnement, c'est en fait parvenir à se relier à l'harmonie universelle, au divin en soi, à la force vitale en fait, hein. Et donc voilà, donc ça c'est pour ça que ça c'est important dans ma pratique. Ce qui a évolué aussi dans ma pratique, c'était que au début, je faisais essentiellement des séances individuelles. Puis petit à petit, j'ai commencé à proposer des parcours sur plusieurs mois parce que je pense que ce qui est fondamental, c'est vraiment l'instauration d'une discipline. Et pour ça, il faut un soutien assidu du praticien, surtout au début, parce qu'en fait, la naturopathie, c'est quand même changer de mode de vie. Donc, c'est difficile à faire, hein. Donc, voilà, c'est la pratique que j'ai au quotidien, à la fois pour moi et pour mes consultants. Très, très intéressant, merci. Avant de conclure, j'aimerais juste te demander peut-être quelque chose de plus personnel, une citation inspirante pour toi, un livre que tu recommandes,
une maxime de philosophie de vie que tu aimes pratiquer au quotidien. Voilà, bah, tu es assez libre de nous donner quelque chose d'inspirant pour terminer ce soir. Bah, il y a une maxime que j'aime bien au quotidien et qui est que si tu veux progresser, résigne-toi quant aux choses extérieures à passer pour un insensé et un sot. Je trouve que c'est une maxime qui est pas mal. Alors aujourd'hui, on pourrait dire un complotiste et un gourou. En fait, c'est une maxime d'Épictète, hein. Ça vient du manuel d'Épictète qui a été écrit par Arien, un de ses disciples, hein, puisqu'Épictète n'écrivait rien comme Socrate. Et c'est une maxime que je trouve très réconfortante au quotidien. Parce que quand on s'engage dans une hygiène de vie ou quand on est naturopathe, ben, on va quand même à contre-courant de la société, hein. Alors, tant qu'on reste entre nous, ça va, mais quand on va voir le reste du monde, parfois, ça peut être un petit peu compliqué, hein. Donc, oui, tout va à l'encontre. Déjà, rien que le fait d'essayer d'avoir une dimension spirituelle dans sa vie, bah oui, bah, la spiritualité, aujourd'hui, c'est assez ridiculisé, hein. C'est compliqué. Parler d'âme aujourd'hui, c'est difficile. Donc, soit on passe pour un abruti, soit on passe pour un fou furieux. Les Voilà, donc c'est illuminés. Mhm. voilà. Mhm. Donc j'aime beaucoup. Sans parler du risque le soi-disant risque de dérive sectaire Ah oui, bah oui. auquel nous serions, voilà. Oui, bah oui, bah oui. Non, forcément, faut pas parler de secte philosophique parce que sinon, oui, ça va prêter à confusion, hein. Mhm. Donc voilà. Donc Épictète nous rappelle que si jamais on suscite ça chez les gens, bah c'est bon signe, c'est qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Mhm. Bien. Après, oui, tu disais des livres à recommander. Bah moi, je recommande les livres de Pierre Hadot, hein. Mhm. Pour les gens qui s'intéressent à la vision antique du monde, je trouve que vraiment, bah, c'est super. Alors, Pierre Hadot, c'était un grand spécialiste des philosophies de l'Antiquité, hein, notamment spécialiste de Plotin et du néoplatonisme, mais il a écrit sur toutes les philosophies. Il y a son livre Qu'est-ce que la philosophie antique? Je pense que ça, c'est une bonne introduction parce qu'il va parler de toutes les philosophies de l'Antiquité, donc le platonisme, la philosophie d'Aristote, le stoïcisme, épicurisme, les cyniques, les sceptiques, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bon ouvrage. Après, comme on a beaucoup parlé d'Hippocrate, moi, je trouve que c'est bien aussi de lire directement Hippocrate. Et je recommanderais Nature de l'homme d'Hippocrate. Parce que bon, déjà, c'est un texte qui est facile d'accès parce que, il est édité en poche, il est très court, il est très facile à lire et ça permet de comprendre rapidement qu'est-ce que c'est que la médecine hippocratique. Mhm. Donc, on y retrouve la théorie des humeurs, on y retrouve le pourquoi des maladies et on y retrouve l'importance du rôle actif, hein, du malade qui doit toujours s'en référer à son propre jugement. Ça, je pense que c'est voilà. Ça serait mes deux recommandations de lecture.